Shalom à tous, shalom à toutes. Oh, shalom, shalom. Il n'y arrive pas, voilà. Hop, Très shalom. heureux de vous retrouver dans Yeshiva Online. Alors, même si on doit commencer que dans 2 minutes, on va Ouais, commencer maintenant. Et peut-être pour répondre juste à votre question, Hana, Ah, euh, ok. Samour les Shulchan Atzmo, ça veut dire quelqu'un qui est indépendant financièrement. Ok? Ah, ok. Ça veut dire que c'est concernant les halachot de Hanouka, par exemple. Alors, quelqu'un qui est dépendant financièrement de ses parents, par exemple, eh bien, hein, il peut se faire acquitter selon certaines opinions par ses parents. OK. Ah, Très bien. merci beaucoup. Alors, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais en fait, aujourd'hui, on va parler pas de la paracha de cette semaine, mais de la paracha de la semaine dernière. Ok, on est encore dimanche, donc on est encore imprégné, on est encore imbibé de la paracha d'hier, et il y a un sujet dans la paracha d'hier qui est extrêmement petit en termes de versets et qui est extrêmement étrange, vraiment très déconcertant. Eh bien, hein, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est l'épisode de Réhouven. Alors, une seconde, Euh, bref fait. Et, juste on dédie, je répète qu'on dédie le shiur et les fois de Evelyne, Léa, Bat Rachel, qui était une partie de notre cours du Beth Midrash Online. Et voilà, et aussi pour les Mishmat, ce qu'on a entendu tout à l'heure, malheureusement, qui niftar au Pigua, pour aller à l'attentat. Nachon, בסדר. רפואה שלמה לעילוי נשמע. יפה מאוד. ככה, donc, on est dans Parashat Vayishlach. Alors, j'espère que vous voyez tous mon écran. La source numéro un, c'est donc Bereshit Perek 35, Perek Lamed He. Et on commence comme ça. Vatamot Rachel, Vatikaver Bederech Ephrata, Hi Bet Lachem. On est juste après la mort de Rachel. Ok, Rachel qui meurt en accouchant de son dernier enfant, du dernier enfant de Yaakov aussi, donc le 12e, Binyamin. Elle meurt en accouchant et elle est enterrée Bederech Ephrata sur le chemin d'Ephrate qu'on appelle aujourd'hui Bet Lachem. Il y a aujourd'hui un monument qu'on appelle le tombeau de Rachel qui est situé donc dans ces environs-là où beaucoup de juifs ont l'habitude d'aller prier. Mais c'est une parenthèse. Vayatsev Yaakov Matseva al Kevurata, donc Yaakov a mis une pierre tombale sur son tombeau. Himatsevat Kivot Rachel Adayom, jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas. Vaïssa Israël, et Israël, alors Israël c'est Yaakov en tant que personne, Yaakov en tant que famille aussi. Vayet Oalo, mais Allah les Migdal Eder. Et donc il dressa sa tente dans un endroit qui s'appelle Migdal Eder. Très bien. Et là, il va se passer un événement très particulier. Vayei Bishkon Yisrael Ba'aret. Donc, ce fut au moment où, enfin, dans le moment où résidait Israël sur cette terre. Haï Vayeler Reuven. Et Reuven est allé. Vayishkav et Bil'a Pilegesh Aviv Vayishma Israël. Alors littéralement, et il a couché Bila, la concubine de son père, et Israël a entendu. Alors il a couché Bila, c'est pas tellement clair ce que ça veut dire, mais a priori, le verbe vaishkav veut dire coucher, et lorsqu'on l'emploie dans ce genre de contexte, eh bien, hein, ça veut dire qu'il a couché, entre guillemets, avec Bila, qui est donc une des 4 femmes de son père, Vaishma Israël, et Israël, donc Yaakov, qui est appelé ici Israël, a entendu. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement rare dans la Torah, c'est vous voyez le petit pays qui est entre parenthèses, ça veut dire une paracha ptucha, ça veut dire un espace. Il y a un espace, et en général, les paracha ptucha, ces espaces-là, c'est toujours après des psukim. C'est jamais à l'intérieur d'un seul et même verset. Et donc là, c'est vraiment une exception totale. Il y a un espace à l'intérieur d'un verset, et le verset se finit en disant Vaïou, Vene Yaakov Shnemasar, les enfants de Yaakov étaient 12. Et on commence dans le verset d'après à les citer. Okay, Benéléa, Bechor Yaakov, Reuven, Veshimon, Vélévi, etc. Donc, très très bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici?
Réhouven est allé coucher Bila. Ok. Israël a entendu, pause, et les enfants de Yaakov étaient 12. Très bizarre, très étrange. On n'en reparle pratiquement plus de cette histoire-là dans la Torah, sauf à la fin de la vie de Yaakov, à la dernière paracha du livre de Bereshit, donc la paracha de Vayechi, que je vous amène ici en Makor numéro 2. Eh bien, Yaakov rassemble ses 12 enfants. Regardez comme c'est écrit au verset Aleph, Vaïkra Yaakov el Bana, Vayomer et Asfu, Ve'agida lachem et Asher, Yikra etrem be'achait alem. Donc, Yaakov fait venir ses enfants et leur dit, rassemblez-vous, je vais vous révéler ce qui va arriver à la fin des temps. Et donc, ils arrivent, ils captu veshimu bene Yaakov veshimu el Yisrael avichem. Et donc, ils se sont rassemblés, les enfants de Yaakov, et ils ont commencé à écouter leur père. Et là, Yaakov va faire une sorte de bénédiction, mais ce n'est pas vraiment une bénédiction, c'est, on va dire, un langage particulier pour chacun des 12 fils qui est en fait son identité propre, et il n'hésite pas à l'occasion à faire un reproche s'il y a besoin ou à dire un petit peu quel va être son rôle dans le peuple juif s'il y a besoin, etc. Et donc il va passer comme ça chaque enfant, ce que d'ailleurs Moshe Rabbeinu fera aussi à la fin de sa vie dans la dernière paracha de la Torah, Vezot Aberacha. C'est quoi Vezot Aberacha? Eh bien, c'est Vezot Aberacha Asher Berach Moshe. Voici la bracha qu'a béni Moshe, chaque tribu. Donc, ce que fait Yaakov avec chaque enfant à la fin de sa vie, le fera Moshe avec chaque tribu à la fin de sa vie aussi. Et c'est intéressant, ce qu'on va faire maintenant, de comparer un petit peu les brachot de Yaakov, les brachot de Moshe en fonction de chaque tribu, de voir un petit peu, d'appréhender, on va dire, les différences personnelles entre les tribus. En tout cas, regardez ce qu'il dit à Réhouven, donc le personnage qu'on a vu dans les psukim d'en haut. Réhouven bechori ata, kochi vereshitoni yeter seet ve yeter oz. Réhouven, mon premier-né, donc mon aîné. Alors, il y a marqué en dessous, mon orgueil et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Très bien. Et le passouk d'après, Pachaz kamaim al totar, ki alita mishkave avira, az chilalta yetsuri ala. Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta noblesse. Pourquoi tu as perdu ta noblesse? Car tu as attenté au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. Donc, il y a ici une allusion à ce qui s'est passé au-dessus. Okay, ça veut dire au-dessus, on voit que Israël, que Yaakov ne réagit pas. Ça veut dire, il a entendu que Réhouven avait couché Bila, couché avec Bila, on va voir. En tout cas, il a entendu qu'il s'est passé quelque chose, il ne réagit pas, et seulement à la fin de sa vie, il n'hésite pas à dire à Réhouven, tu as perdu ta noblesse, tu as perdu ton droit d'aînesse, car tu as bien, attenté au lit paternel, tu as Chilalta, tu as flétri l'honneur de ma couche, c'est comme ça qui est traduit ici. Donc on voit que c'est un reproche, on voit que c'est quelque chose de négatif. Ok, donc ça, c'est pour les versets, c'est pour la Torah écrite. Et c'est très étonnant de voir ce que nous dit là-dessus la Torah orale, donc la Gemara. Regardez la source numéro 3. La Gemara, dans Masechet Shabbat, à la Daf Nunhei Amud Bet, nous dit quelque chose de très perturbant. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, 2 points. Ici, il faudrait mettre 2 points. Kol haomer Reuven chata eno elatoe. Tout celui qui dit que Reuven a fauté se trompe. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïyu bene Yaakov shnemasa. Comme il est dit donc dans le passouk qu'on a vu juste après l'espace, il y a marqué comme ça, et les enfants de Yaakov étaient 12. Melamed, ça nous apprend, Shekulan Shekulim ke achat, virgule. Ça nous apprend que Kulam, tous les enfants de Yaakov se valent. Okay, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il y a aussi bien Yehuda
Réhouven, Yissachar, Zevouloun, et il n'y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre, ce qu'on aurait pu penser si Réhouven avait fauté. C'est-à-dire de la même manière que on est habitué à ce qu'il y ait en général un frère qui sorte du destin de la famille. C'est arrivé avec Abraham, qui a eu donc Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël est sorti du destin familial, Yitzhak l'a continué. Yitzhak a eu Esav et Yaakov, Esav est sorti et Yaakov a continué. Et Yaakov, il a 12 enfants. Alors nous, aujourd'hui, on sait que les 12 enfants sont à l'intérieur et que les 12 enfants, qu'en fait, il n'y a que 3 patriarches. Et à partir de Yaakov, c'est déjà plus des pères, mais c'est déjà des fils. C'est des enfants. C'est le début, en fait, de la formation du peuple juif. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas forcément. Et donc, on aurait pu penser que s'il y a un des enfants de Yaakov qui n'est pas apte à continuer le destin familial, il sort de la famille. Et donc, on aurait pu penser que Réhouven, par sa faute, qui est quand même grave a priori, on y a marqué quand même qu'il a couché Bila, c'est un terme qui est assez choquant. De plus, on lui fait un reproche à la fin de sa vie, mais non, le Passouk nous dit Vaïou ben Yaakov Shnemasa, les enfants de Yaakov étaient 12, ça nous apprend qu'ils sont égaux. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a fauté et il a fait tchouva et du coup il est égaux? C'est pas ce qui a marqué dans la Gemara. La Gemara dit tout celui qui dit qu'il a fauté se trompe. Ça voudrait dire que Réhouven n'a pas fauté. Ce qui est quand même assez bizarre, il y a quand même marqué qu'il a couché. Donc, la Gemara pose la question tout de suite. Et là, Ma'ani Mekayem, Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv. Alors, dans ce cas, comment est-ce que j'établis, comment est-ce que je comprends le verset Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv? Il a couché Bila, la concubine de son père, Melamed, chez Bilbel Matzaro, chez Aviv, ou Ma'ale Alav Akatouf, Keilu Shachav Ima. Ça nous apprend qu'il a, et Bilbel, qu'il a déranger, on va dire, les draps de terre, virgule, Vema'ale Akatouf, et l'écrit considère que c'est comme s'il avait couché avec elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dérangé les draps de son père? Eh bien, qu'en fait, après la mort de Rachel, Yaakov, qui habitait en fait de manière constante chez Rachel, a déplacé son lit dans la tente de Bila, qui est la servante de Rachel. Et Réhouven l'a mal pris, Réhouven étant le fils de Léa, s'est dit quand même, d'accord, quand Rachel était vivante, alors Yaakov est essentiellement chez Rachel, très bien, c'est la femme qu'il aime le plus, on va dire, c'est sa femme principale, mais maintenant qu'elle n'est plus là, alors le moindre des choses, c'est qu'il vienne habiter dans la tente de Léa, qui est la deuxième femme légitime, et pas dans la tente d'une servante. Donc en fait, il a mal pris le fait que Yaakov continue d'habiter chez la servante au lieu d'habiter chez sa mère Léa. Et l'écrit est extrêmement sévère avec Réhouven, puisque Ma'ale Alav Akatouv, comme s'il avait réellement couché avec elle. D'accord? Donc, ça, c'est ce que dit la Gemara. Regardez Rashi, juste en dessous. Kol haomer Réhouven chata. Pourquoi est-ce que je dirais Bichlal que Réhouven a fauté? Eh bien, nous dit Rashi, Bemaase Bila, avec donc les psukim qu'on a lus sur l'histoire de Bila. Et donc l'Agmara nous dit non, la preuve qu'il n'a pas fauté, c'est justement ce passouk Vaïou bene Yaakov shtem asar, et les enfants de Yaakov étaient 12, nous dit Rashi, dirtiv behaoukra, dans le même passouk. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un espace, on laisse un temps d'intégration, mais c'est quand même le même passouk qui nous dit que Réhouven est allé coucher Bila, le même passouk dit que les enfants d'Israël sont 12. Pourquoi? Rashi, Lehotsi milibra chez l'otechashdenu, pour faire sortir de ton cœur, pour que tu ne le tu ne le suspectes pas. Tu n'es pas dans ta tête une mauvaise image de Réhouven.
Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport à Vaïyu Bene Yaakov Shnem Asar, cette histoire de est-ce que tous les enfants font bien partie de la maison de Yaakov ou pas. C'est pas le sujet, mais je le dis quand même, c'est un sujet qui va nous suivre dans les parachiotes qu'on va voir en fait cette semaine avec Yosef et ses frères, c'est-à-dire la vente des frères de Yosef. Eh bien, hein, c'est justement ça qu'ils avaient dans la tête, selon le Rav Kook. Ils avaient dans la tête que le travail d'éclaircir en fait qui fait partie de la maison d'Abraham et qui ne fait pas partie, dans leur tête n'est pas encore fini. Ça veut dire qu'on a d'abord rejeté Ishmaël, ensuite on a rejeté Esav, et eux ils se disent qu'il faut aussi rejeter Yosef. Et on va voir que l'histoire va montrer qu'ils ont eu tort, qu'en fait non, Yosef a certes une différence, quelque part, il ressemble un petit peu à Esav dans toutes sortes de choses, il s'en sort très très bien dans ce monde-ci, un petit peu comme Esav, mais en vérité, ce n'est pas un Esav. C'est justement des forces de Esav qui vont devoir servir à Israël. Mais ça, il l'avait pas compris au début de l'histoire, ils le comprendront beaucoup plus tard en Égypte. Petite question. Yaakov. Est-ce que c'est vrai aussi inversement? C'est-à-dire que C'est-à-dire, Yosef, lui aussi, se croyait être la succession de Yaakov finalement, sans que ses frères le soient. Parce que finalement, on sait qu'il les voyait comme. Je crois, il y a des parchantes comme ça, il me semble. Dire qu'ils ne sont pas eux la ouais, succession de alors, il a fait. Alors, c'est une très bonne question. De ce que je sais, Yosef, il ne se voyait pas comme étant lui-même. Enfin, on va dire, il y a deux choses, il y a deux midrashim contradictoires. Il y a une partie, on va dire, dans le Pshat, il appelle ses enfants Ephraim et Ménaché. Alors, j'ai oublié les citations exactes, mais en gros, le nom de ses enfants, c'est un petit peu je suis maintenant un étranger dans la maison de mon père, qui Hachem Nachani. Nachani, ça veut dire qu'il m'a abandonné. Ça veut dire, en gros, il ne se voit pas forcément comme la continuité de la maison de Yaakov, mais il se voit plutôt comme lui étant un nouveau début, un nouveau départ. C'est-à-dire que lui aussi, en fait, comme ses frères, il se voit comme séparé du reste des frères. C'est-à-dire que peut-être que eux, ils continuent quelque chose, mais lui, il continue autre chose. Donc ça, c'est, on va dire, une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un midrash qui dit comme ça hein, que lorsqu'il a eu donc le challenge, l'épreuve avec la femme de Potiphar, il a vu comme ça qu'il y aurait 10 enfants qui sortiraient de lui et de Potiphar. Et donc, en fait, on pourrait dire qu'il se voyait un petit peu comme la suite des patriarches. C'est-à-dire de la même manière que Yaakov a eu 12 enfants, alors lui aussi, il aurait eu en fait 10 enfants. Et d'ailleurs, on voit que même au final, à la fin de l'histoire, Yosef, il a un statut particulier. Il est un petit peu entre les pères et les fils, parce qu'il n'y a pas une tribu de Yosef, il y a deux tribus, la tribu de Éphraïm et la tribu de Ménaché. Donc ça veut dire que Yosef, d'un côté, c'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est pas non plus Réhouven, Issachar, Zevulun. C'est un petit peu entre les deux comme ça. Donc il y avait quelque chose de vrai dans cette intuition-là, qu'ils avaient aussi bien les frères que lui-même. Et juste moi, je pensais à peut-être, parce que justement, peut-être que c'est après qu'il a été vendu, mais avant la vente, j'allais dire, parce que je crois que les sages disent qu'il faisait de la shonara sur ses frères, etc. Un truc comme Ouais. ça, non? Donc par Nahon, rapport à ça, tu as raison qu'au début de la vie, peut-être que lui, il pense que c'est lui qui va continuer et ses frères, non. C'est possible. Mais une fois qu'il est en Égypte, alors, vu comment il nomme ses enfants, on dirait qu'il a une autre manière de penser, mais encore une fois, c'est un peu complexe. Mais c'est là. En tout cas, J'ai une question, excusez-moi. Ken, Pourquoi s'ils avaient utilisé, c'est pas le terme qu'ils utilisent en général quand il y a un accouplement, ils disent pas Ishkav, ils disent ou Ikir ou Makir. Donc la là, date. hein? La date. La date. Et là, c'est pas le même terme. Donc ça aurait dû éveiller les soupçons que c'est pas le même acte. C'est vrai ce que vous dites. Maintenant, ce n'est pas tout le temps vrai. Ça veut dire que par exemple, pour Adam Arishon, en effet, on parle de la Da'at, mais on peut aussi parler de Vaishkav pour un accouplement dans cette même paracha d'ailleurs, alors de manière
certainement pas idéal, mais lorsque Shrem, le fils de Hamor, eh bien, kidnappe Dina, il y a marqué Vaishkav Aima. Et donc, c'est-à-dire que le terme de Vaishkav, c'est exactement comme en français. Littéralement, ça veut dire se coucher, mais dans un certain contexte, on comprend bien qu'on parle d'accouplement. Ken Yaakov. Il y a une autre question sur le chat de Philippe Borgstein qui dit il est intéressant de noter que le Baal HaSulam dit dans le Zohar que Léa était déjà décédée. Oh, Donc, alors ça, en effet, c'est très intéressant. Très intéressant parce que ça nous envoie à la question qu'est-ce que Réhouven avait-il dans la tête? Et on va en parler plus tard. Et du coup, je me servirai de ça pour en parler. Très bien. En tout cas, si je résume, on a fait une parenthèse avec Yosef, mais ce n'est pas le sujet. Si je résume, notre sujet, c'est Réhouven. On a des psukim qui nous disent qu'il a couché, et c'est d'ailleurs reproché même à la fin de sa vie, et à la fin de la vie de Yaakov, et on a la Gemara qui nous dit tout celui qui dit qu'il a fauté, eh bien, se trompe. Tov, très bien. Alors, pourquoi? Donc la question qu'on a, c'est pourquoi est-ce que la Gemara, on va dire, contredit la Torah, ok? C'est-à-dire pourquoi cette contradiction quoi, entre la Torah écrite et la Torah orale? Eh bien, ça va être le sujet d'un texte du Rav Kook qui s'appelle, donc dans Enaya, donc vous connaissez Enaya parce que vous l'étudiez avec le Rav Fisson. Seulement Enaya, hein, vous le savez, il y a quatre parties dans Enaya. Brachot Aleph, Brachot Bet, Shabbat Aleph, Shabbat Bet. Okay, ça veut dire que le Rav Kook, en fait, a pris sur lui de commencer cette énorme entreprise qui est de commenter les Haggadot du Chasse. Donc pour ça, il a pris un livre qui s'appelle le En Yaakov. Okay, le En Yaakov, c'est déjà un livre qui a compilé en fait toute la partie histoire de la Gemara et qui a mis de côté la partie halacha. C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait le Rif. Okay, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, lui, il a pris toute la partie halacha et il a enlevé le reste de la Gemara. Okay, la Gemara, c'est une entité en soi. Il y a tout dans la Gemara. Il y a toute la halacha, il y a toute la emuna, toutes les pensées. Tout est dans la Gemara. Et donc, quand on essaye un petit peu d'approfondir, eh bien, il faut parfois faire une compilation pour mieux pointer du doigt ce qu'on veut étudier. Et donc, c'est ce qu'a fait le En Yaakov et c'est ce qu'a fait ensuite le Rav Kook. Et le Rav Kook, en fait, il a fait que 2 traités du Chasse. Okay, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps, malheureusement. Il y a énormément de Haggadot dans tous les autres traités du Chasse où on n'a pas dessus de Enaya. Donc, on a seulement 4 Enaya et c'est déjà super. Et ils sont très différents les uns des autres. Okay, donc là, je vous fais une petite introduction. Brachot Aleph, il a écrit lorsqu'il avait 18 ans, le Rav Kook, okay, alors que Shabbat Bet, il l'a écrit vers la fin de sa vie. Okay, donc c'est une entreprise qui c'est une sorte de fil rouge quelque part. C'est pas quelque chose où il a pris maintenant un temps, il a fait que ça. Et donc en fait, le style et le langage du Rav Kook n'est pas du tout le même en fonction de quelle partie de Enaya on est. C'est-à-dire que dans Brachot Aleph, je crois que c'est celui que vous étudiez, eh bien, c'est, on va dire, un langage qui est beaucoup plus simple, et même les idées, quelque part, sont plus évidentes, alors que dans Shabbat Bet, donc le dernier, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien là, on se trouve dans Shabbat Bet. Okay, donc voilà, c'est juste pour vous préparer psychologiquement. Donc, le Rav Kook nous dit comme ça. Ce qui est en italique, c'est la Gemara dans Shabbat, et le Rav Kook va commenter cette Gemara. Ça commence au mot Areshimot. Areshimot akedoshot. Shekol hameoraot shealpi hachokma haelohit haelyona tzrichot hine leikatev batorah er hen reuyot la'asot alenu shakul akol bepeles vekav mishpat eloki. Areshimot, ça veut dire les impressions. Okay, c'est les sentiments, kedoshot de sainteté, shekol hameoraot, que tous les événements qui sont écrits dans la Torah. Alors là, il dit que tous les événements qui, selon la sagesse divine supérieure, doivent être écrits dans la Torah. De là, on voit quelque chose de très important et de très simple, c'est que pas tout n'est écrit dans la Torah.
D'accord? C'est-à-dire que les événements qui sont écrits, ce n'est pas pour rien qu'ils sont écrits. Okay, il n'y a pas marqué et Yaakov s'est levé et a pris son petit déjeuner. Il n'y a pas marqué d'événements comme ça. Les événements qui sont écrits, c'est des événements qui sont extrêmement importants et qui doivent faire sur nous une impression particulière, qui doivent créer chez nous une compréhension profonde particulière. Donc, ces événements-là, Erhen Reuyot, la Rasot Aenu, comment ils doivent faire cette impression-là sur nous, eh bien tout ça, c'est Shakoul Akol, Bepeles Vekav Mishpat Eloki. Tout ça est mesuré dans une précision divine. Donc, c'est-à-dire, très bien, quel événement on va raconter, bien sûr que c'est précis, mais comment on va le raconter, ça aussi c'est précis. Quel mot on va utiliser, c'est extrêmement précis. Donc, on est dans Enaya, je vous rappelle, dans Enaya, il y a toujours une introduction, c'est-à-dire qui n'a pas forcément l'air lié avec le sujet, et ensuite de cette introduction-là, il rentre dans les détails de la Gemara. וכאשר אותו המובן של הסיפור, היסוד הפנימי שבו, שהוא צריך לרשום בנפש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו. אז נשקול בשקל הקודש על פי אלדאות באיזה לבוש יתלבש הסיפור, באופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רישומו עלינו. C'est des phrases qui sont longues, mais on n'a pas peur de ça. וכאשר אותו המובן של הסיפור, et lorsque la compréhension de cette histoire-là, היסוד הפנימי שמו, c'est-à-dire le fondement intérieur qui est dans cette histoire, Shehu Tsarich Lirsham Banefesh, qui doit donc venir nous imprégner. Alors, Im Yetoar Kefi Pshuto, si maintenant on va le décrire selon le Pshat, selon ce qui s'est vraiment passé, Lo Nuchal Merachok Lifamim Leavin Etikar Erko. On ne pourra pas parfois comprendre l'essentiel de sa valeur. Alors peut-être que je m'arrête là et j'explique une seconde, c'est qu'il y a des événements, peu importe comment tu les racontes, ça va, enfin pas peu importe, mais on va dire que ce n'est pas tellement difficile de comprendre quelle est l'impression qu'on veut que ça fasse sur toi. Par exemple, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est on veut que tu comprennes maintenant que Dieu est le maître du monde total, qu'il gère absolument tous les degrés de la réalité. Du coup, il va y avoir des plaies sur l'eau, des plaies sur la terre, des plaies dans le ciel, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on veut que tu comprennes, entre autres. Mais il y a des événements que si on te raconte seulement ce qui s'est passé, eh bien, tu te dis, bon, je ne vois pas trop ma big deal, c'est quoi l'histoire? Et donc, du coup, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, de grave ou d'important en tout cas. Et donc là, il va falloir réfléchir, et c'est là, Az Nishkol Beshekel HaKodesh Alpi Eldeot Be'ezi Levush Itlabesh Asipur. Alors dans ce cas, on va habiller l'événement Be'ofen Shekasher Yagalenu, pour que de manière que lorsqu'on qu'on va le lire, Yiye Erko Mamash Oto Aerech Haraou Sheyasir Ishumo Alen, que réellement on comprenne la valeur de ce qui s'est passé. Alors, si maintenant je rentre un petit peu dans notre cas à nous, s'il y avait marqué dans les psukim de la Torah, et Réhouven est allé changer la couche de son père, on se serait dit, bon, c'est un peu bizarre, certes, mais c'est pas très grave, il n'y a rien de grave, ça, on n'aurait pas été choqué tellement. Alors que si maintenant on nous dit, et Réhouven est allé coucher Bila, là on n'est pas bien. Là, on est choqué. D'accord? Et donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois besoin de ne pas raconter ce qui s'est passé, mais d'habiller ce qui s'est passé dans un habit, dans un déguisement choquant. OK? Ou baiser à mal, Ken Yaakov. Est-ce que c'est lié à ce que le Rav Cherki explique souvent, le fait qu'il dit, par exemple, sur les peines de mort dans la Torah, et que c'est écrit de manière très barbare, si on peut dire ainsi, alors que concrètement dans la halakha, ça se réalise quasiment jamais. Et qu'il dit que c'est pour choquer, pour nous en prendre l'importance de la Avera, et que finalement la halakha, elle fait tout pour pas qu'on en arrive là,
et que ça n'arrive jamais, mais en fait, finalement, c'est pour nous imprégner de l'importance de la gravité de l'acte. La réponse est oui. Oui, c'est lié. On continue dans le texte. Ubeze amalach titached Torah chez Bealpe, im Torah chez Birtav. Et alors, dans ce processus-là, va s'unifier la Torah orale avec la Torah écrite. Comment? Chez im במהלך הזמנים ימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין פועל עלינו כבר יצא מגדרו מצידנו והדבר פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי על כן תגלה אז לנו האורה של תורה שבעל פה על פי רישומי הדרשות להוביל את רעיוננו אל עצם המאורע כמו שהוא שאז בקבצנו יחד את הרושם הפשטי הנראה מדבר תורה בחיצוניותם ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש. Voilà, c'est une phrase très longue. Du coup, on va traduire au milieu. Ou baiser à malach, et dans ce processus-là, eh bien, on a une union de la Torah écrite et de la Torah orale. Pourquoi? Ça veut dire, si maintenant, on a lu donc le pshat, et on a vu Vaishkav Reuven, c'était pour nous choquer. Pourquoi est-ce qu'il fallait nous choquer? On va en parler dans 5 minutes. Mais c'était pour nous choquer. Et en fait, c'était ça le but de la Torah. Mais c'était surtout pas qu'on ait une mauvaise image de Reuven lui-même. Et donc, si maintenant on va dire que ça a dépassé son but, alors vient la Torah orale équilibrer l'histoire. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le papa, il crie sur l'enfant, il dit « Ouais, va dans ta chambre, t'as fait une bêtise, etc. » Et la maman qui derrière vient dans la chambre et lui dit « Non, mais en fait, on t'aime, mais bon, quand même, c'est un peu grave, mais ça va, etc. etc. » Ou comme le bon flic et le mauvais flic. Bref, deux forces en fait qui vont les deux aller dans un sens opposé pour arriver en fait à un équilibre voulu. Ok, donc d'un côté, on a la Torah écrite qui nous dit Vaishkav et qui veut nous choquer parce que c'est grave. Et on va voir juste après pourquoi est-ce que c'était si grave d'avoir déplacé la couche finalement. Mais en tout cas, on veut te choquer, on veut te dire ce qui s'est passé, c'est grave. Et d'un autre côté, on a la Torah, et la Torah orale qui vient nous dire en vérité, il a pas fait ce que tu crois. Kol haomer Reuven chata, tout celui qui dit que Reuven il a réellement couché Bila, il se trompe. Il n'a pas couché avec Bila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé la couche. Donc en fait, les deux viennent se compléter. Maintenant, la question est de savoir, ça c'est, on va dire, en règle générale. En règle générale, on a réellement une union de la Torah écrite et de la Torah orale pour nous faire comprendre l'équilibre voulu, enfin en tout cas auquel la Torah veut qu'on arrive. D'accord? Et là, on comprend quelque chose de très important, quelque chose qu'on sait déjà, c'est qu'on ne peut absolument rien faire sans Torah orale. C'est-à-dire qu'on le sait au niveau de la halacha, d'accord? Par exemple, il y a marqué dans la Torah écrite, il faut faire Shabbat. Ok, super, mais je ne sais pas c'est quoi faire Shabbat. Donc, je ne peux absolument rien faire sans la Torah orale. Et la Torah orale vient me dire, non, alors le Shabbat, il y a comme ci, il y a comme ça, il y a 39 mélachot, et quand je dis 39 mélachot, c'est dans telle et telle condition, tout ça, c'est que la Torah orale. C'est-à-dire que sans Torah orale, je ne peux faire 0 mitzvot, rien du tout. Et là, le chidouche, en fait, c'est que sans la Torah orale, je ne peux pas non plus tellement comprendre même les idées profondes qui sont dans la Torah. C'est-à-dire que dans le pshat, je pourrais dire, bon, bah voilà, Reuven est allé coucher Bila, bah voilà, de la même manière qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un yéter hara, et bah lui aussi, il avait des mauvaises pulsions. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde, etc. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas la Torah orale pour nous équilibrer, pour nous faire comprendre exactement ce qu'a voulu dire l'écrit, eh bien, hein, on est sûr de comprendre des bêtises et de se perdre. Donc ça, c'est au niveau général. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là précis? Dans le cas de Reuven précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? En fait, il y a peut-être plusieurs questions. Pourquoi est-ce que Yaakov
a laissé sa tante chez Bila, enfin, on va dire il a mis chez Bila et pas chez Léa, réellement. Et pourquoi est-ce que Réhouven n'est pas content de ça? Ok, donc c'est les deux questions. Et la troisième question, c'est, ok, d'accord, il n'est pas content et il a changé la couche de Yaakov, mais pourquoi est-ce que c'est si grave au point que la Torah écrite doit nous dire qu'il a couché pour te choquer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous choquer? Ok. Donc le Rav Kook va ici répondre. Peoula ta'avot, on est donc au début du troisième paragraphe là. Peoula ta'avot, l'action, on pourrait dire peut-être l'influence des patriarches, à Gedola Meod al Israël, qui est extrêmement grande sur Israël. Hi kolelet gamken, shekol pirte sidre chayem pa'alu et peulatam ala uma ba'ove u ba'atid. Vekal va'chomer ba'avar. Donc, nous dit comme ça le Rav Kook, l'action des patriarches est extrêmement forte sur Am Israël et elle comprend aussi les détails de la vie d'Israël. C'est-à-dire, imaginez-vous un laboratoire génétique. On est dans un laboratoire génétique. Chaque petit mouvement à droite ou à gauche peut créer des catastrophes totales. Okay, c'est le principe de l'effet papillon. Okay, il y a un papillon qui bat des ailes dans un endroit du monde, ça crée un tsunami à l'opposé du monde. Ici, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si on a fait une petite entaille à un chromosome, on a bougé un petit bout d'ADN par-ci, par-là, et ben, ça va faire une catastrophe totale dans les années à venir de ce qu'on est en train de former. Donc là, c'est ça, la maison de Yaakov, le foyer de Yaakov, sa manière d'être avec ses femmes, avec ses enfants, eh bien, c'est un laboratoire génétique du peuple d'Israël. Okay, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que les actions des pères sont des signes pour les enfants, mais ce n'est pas des signes extérieurs. C'est-à-dire que ça nous a influencé en nous-mêmes. Okay, on a des itnaguyot, des attitudes ancrées au plus profond de nous qui viennent en vérité de notre patrimoine génético-spirituel. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe. La maison de Yaakov, c'est un laboratoire génétique. Aruach hashorer bebet Yaakov she'al shemo nikrenu kulanu umitaler gamata bekirbenu. Donc, l'esprit qui règne dans la maison de Yaakov, d'ailleurs, on est appelé au nom de Yaakov, on est appelé Bet Yaakov, on est appelé Israël, tout ça, on est vraiment au nom de lui. C'est peut-être le patriarche qui va encore plus nous marquer. Umitaler gamata bekivanu, eh bien, il nous suit encore aujourd'hui. Vechola or chez Betocho, umeir bilvavenu adead. Et toute la lumière qui est dans l'esprit de la maison de Yaakov, eh bien, il est dans notre cœur jusqu'à aujourd'hui. Ve'im ravar à la baït eze rocher marpidi. Et si maintenant, dans cette maison-là, dans ce laboratoire-là, eh bien, s'est déroulé un événement obscur. Ineu ose gam alenu et rishumo. Eh bien, on peut être sûr que cet événement-là, il aura des conséquences même encore aujourd'hui. Ve'anu sovlim ou mitrodedim les aéros, et jusqu'à aujourd'hui, on aura du mal à le réparer. Keyad Hashem anetuya la movenachat. Rucho agadol ve'atamim shel even Israël Yaakov ainu kefi oto amida asher mila et abayit anu meleim gam anu mehodo. Et donc, on est plein de cette splendeur de Yaakov. Ve'im eze ruach avar. Et si maintenant il y a eu quelque chose qui s'est passé, ve'aliede eze sirsur, et à cause d'un petit conflit, ici on parle d'un conflit entre Yaakov et Réhouven qui finalement a priori, un petit conflit, quoi. Où est-ce que je dois mettre mon lit? Bon, ok, toi, tu penses que c'est là, moi, je pense que c'est là, très bien. C'est un petit conflit intérieur. Alors, en fait, à cause de ce conflit intérieur, eh bien, la lumière, au sens figuré, la lumière qui est censée sortir de Yaakov, c'est un petit peu amoindrie. Nitkavetz me'at oro shel Israël, me'ofia bechol uzo babayit pnima. Elle s'est un petit peu amoindrie et elle n'est pas apparue dans toute sa puissance. Hinne, donc ça c'est à l'époque de Yaakov et de Réhouven. Eh bien, hinne lekouye orze, la couille orze, pardon, magia lanu memerchakim betor pegima gedola veraba terer. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, on souffre de ce petit amoindrissement de lumière.
Okay, et donc, ça, c'est le côté grave qu'a fait Réhouven. Ça veut dire il faut que tu comprennes bien ce qu'on vient d'expliquer, il faut que tu comprennes que ce qu'il a fait Réhouven, de changer la couche de Yaakov, c'est quelque chose de grave, quelque chose qui a des conséquences sur plusieurs générations, et donc je vais t'écrire Vaishkav. C'est aussi grave que s'il avait couché avec. Très bien. Alken, c'est pourquoi במחוגה אלוהית נשארה אותה ההשתנות של הופעת כוחו של יעקב אבינו במלוא עוזו במשטר הבית על ידי הפגעתו של ראובן, על פי פעולתה בחלישות החיל של קדושת אמת המגיע לנו מזה דווקא כאילו שכב עם בילה. C'est pourquoi le fait d'avoir changé un tout petit peu l'influence de Yaakov qui a en fait amoindri sa lumière, eh bien il fallait dire Vaishkav. Omnam, cependant, alors, lorsqu'on a envie vraiment de nous décrire la valeur de Réhouven, Alpi Zot Amida. Allez-nous la chouv leachor, Alpi Or Adrash, Shebe Torah, Shebe Alpe. Alors là, on doit en fait reculer un petit peu en arrière et être éclairé par la Torah orale. Chez Shira Lanu Torah Berishumé Anemanim, Ad Shekol Haomer Réhouven Chata Eno Elatoré. Et donc, on doit en fait reculer et se dire, ok, c'est vrai que c'est grave ce qu'il a fait, mais c'est grave dans un certain contexte. Mais la valeur elle-même de Réhouven n'est pas atteinte par ça. Il s'est peut-être trompé, etc. Mais on va dire qu'au niveau de ses midot, au niveau de ses ta'avot, de son yetzerara, etc., on ne parle pas du tout de cette faute-là. Et donc, vient la Torah orale nous équilibrer, nous dire Kol haomer Réhouven chata eno ela toé. Il se trompe, tout celui qui dit que Réhouven a fauté, il se trompe. Vedavka al-yedei omek aderash. Anu baim lematara shel hatzagat ha'inyan b'ma'atafa zot lema'an hatochen hapnimi hanogea lanu shema'ale ala katuv ke'elu ken haya. Et en vérité, donc, grâce à ce drash-là, eh bien, on arrive à une union qui forme en nous, d'un côté, la gravité de l'histoire, et d'un autre côté, l'intégrité morale de Réhouven. Okay, donc ça, c'est ce qu'on gagne en fait dans cette contradiction de la Torah écrite et la Torah orale. Maintenant, on peut se poser la question. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Réhouven a fait une faute individuelle, a pas fait une faute individuelle, mais a fait une faute collective? Oui, absolument. C'est pas mal. On peut dire comme ça que la Torah, elle nous dit il a fait une faute collective, qui aura des influences sur le futur, etc. Et que la Gemara, elle te dit, ah, pop, ne crois pas qu'il a fait une faute pour ses instincts, pour lui-même, etc. Non, c'est pas ça qui est dans la tête. Ouais, je suis d'accord avec ce Pérouge. Et maintenant, Ken Yaakov. Et moi, je voulais dire dans un autre sens, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, finalement, nous, on ne peut pas exactement comprendre l'acte des Réhouven. C'est pour ça que les sages qui sont dans un monde post-prophétique nous disent ça. En fait, si toi, tu viens avec tes valeurs post-prophétiques et essayer de comprendre l'acte de Réhouven, alors tu ne comprendras pas. Et c'est pour ça qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent. Est-ce que ça voudrait pas dire peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'autre là-bas, mais en tout cas que nous, à notre échelle, on ne peut pas comprendre. Donc les sages viennent nous... Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que c'est vrai aussi ce que tu dis, mais je pense que la Gemara, elle veut vraiment nous dire il n'a pas couché avec Bila. Très clair. Tu vois, ça veut dire après, il te dit pas après, ils te disent pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et peut-être que tu as raison, pas tellement comprendre parce qu'on n'est pas parce qu'on est dans un monde post-prophétique, etc. C'est vrai, mais en tout cas, hein, c'est ça a priori qu'ils veulent dire. Ok. Maintenant, on pourrait se poser la question qu'est-ce que Yaakov avait dans la tête lorsqu'il a déplacé son lit chez Bila, et qu'est-ce que Réhouven a dans la tête lorsqu'il n'est pas d'accord avec ça. Et alors là, pour le coup, c'est des spéculations, parce que il y a, alors pas que des spéculations, parce que il y a aussi beaucoup de méfarchim là-dessus, que je vais vous citer un petit peu, on va dire. Mais on va dire que les Mefarshim, ils essayent de rendre ça un petit peu humain. Maintenant, si on essaye d'expliquer au niveau profond qu'est-ce qui s'est passé, alors bon, ça par contre, je vous le dis, voilà, c'est marqué nulle part, ça vient seulement de moi, c'est moi qui réfléchis à ça, donc ça vaut ce que ça vaut, ok. Mais il y a marqué comme ça, que dans le Zohar, que Rachel, c'est Alma de Galia, et que Léa, c'est Alma de Kassia. Okay, c'est-à-dire que Rachel, c'est le monde du dévoilé, et Léa, hein, c'est le monde du caché. C'est-à-dire quoi, le dévoilé, le caché? Alors on pourrait dire que c'est le présent et le futur.
le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est-à-dire, est-ce que Rachel, c'est celle qui est belle, Nachon, Yefat Marev et Yefat Toar, et Léa, c'est celle qui a les yeux qui pleurent, c'est-à-dire elle a les yeux vers le futur. Et donc, en fait, Rachel, celle qui s'en sort bien au niveau du Olam Hazé, et Léa, c'est celle qui représente les aspirations supérieures de Ham Israël. Et donc, on pourrait se dire comme ça, que Yaakov veut renforcer, on est toujours dans le laboratoire génétique. Okay, donc, dans le laboratoire génétique, toutes les actions qu'on fait vont former, vont formater d'une certaine manière ce qu'on est en train de fonder. Et donc, on pourrait dire que Yaakov se dit il faut que Ham Israël se renforce un petit peu dans son côté matériel. Et c'est pour ça que je vais prendre ma tante et je vais la mettre chez Bila. Et Réhouven se dit alors là aussi, on peut dire des svarot, okay, des thèses humaines. Non, ça va faire de la peine à ma mère. Très bien, c'est quelque chose de humain, mais on peut dire que c'est plus profond que ça et que Réhouven se dit je pense que maintenant est venu le temps de renforcer aussi les aspirations spirituelles de Ham Israël. Et donc, il prend la couche de Yaakov et il la met dans la tente de Léa. Et dans ce cas, même si Léa elle est morte ou pas, ça ne change pas parce qu'en fait, la tente de Léa représente quelque chose. Et donc, on pourrait se dire que c'est ça et que c'est cet effet papillon-là, c'est-à-dire les conséquences que ça a sur le futur, peut-être que ça pourrait être, mais encore une fois, c'est de la spéculation, qu'en gros, si Yaakov était resté plus longtemps dans la tente de Bila, eh bien peut-être qu'on aurait eu moins de problèmes à gérer la matière, moins de problématiques à être à l'aise avec un état, avec le présent en fait, et que du coup, Ham Israël, en fait, à cause de cette histoire-là, peut-être a eu une sorte de faiblesse à ce niveau-là. Okay, donc ça, hein, c'est une première spéculation. Deuxième chose qu'on peut dire un peu plus simple, c'est que finalement, Réhouven, eh bien, il est un peu allé contre son père. Okay, il y a un conflit, c'est-à-dire que Yaakov a fait une décision et Réhouven remet cette décision en question. Et peut-être que ça a engendré toutes sortes de révoltes père-fils dans l'histoire d'Am Israël, comme par exemple la révolte de Avshalom contre David. Okay, ça veut dire que si dans le monde génétique, eh bien, il y a déjà cette préparation à une révolte père-fils, alors elle aura plus de facilité à s'exprimer dans l'histoire future d'Israël. Donc ça, on va dire, c'est les choses qui ne sont pas marquées. Les choses qui sont marquées, c'est le Ramban qui nous dit que qu'est-ce qu'il avait Réhouven dans la tête. Il ne voulait pas que Yaakov ait d'autres enfants. Et comme apparemment Bila était encore jeune, elle pouvait avoir d'autres enfants. Et Léa était déjà âgée, donc elle ne pouvait plus avoir d'autres enfants. Et lui, qui est le Béchor, il est censé avoir x2 comme héritage. Et donc, il voulait pas qu'il y ait d'autres enfants parce que chaque enfant qui vient, en fait, ça amoindrit la part qu'il va recevoir. Et donc, nous dit le Ramban que la suite du passouk, c'est « Et les enfants de Yaakov étaient 12 », on lui a fait « Mida keneged Mida ». Ça veut dire, toi, tu voulais qu'il n'y ait pas d'enfants parce que tu as un x2, et bien non, on va te mettre comme tout le monde x1. Donc en fait, Réhouven, tu ne recevras pas ta double part en tant que Béchor. Ok, donc ça, c'est, on va dire, des svarot un peu plus humaines de qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il y a encore une seule chose qu'on n'a pas lue, mais le temps est arrivé de finir le shiur, mais c'est Rashi, en fait, sur le pasouk même de Vaishkav, il dit comme ça, Vaishkav, Mitor Bilbel Mishkavo Male Alabakatov Kelu Shechava, Velama Bilbel Vechilel Yitzvav. Alors pourquoi est-ce que Bémet il a inversé les couches? שכשמתה רחל, נטל יעקב מיתתו שהייתה נתונת הדיר באוהל רחל, ולא בשאר אוהלים, ונתנה באוהל בילה. Bar Réhouven, Vetava El Bon Imo. Donc nous dire Rashi qu'en fait, c'était pour sa mère. C'était que c'était, on va dire, c'était une pgia, un El Bon.
quelque chose de dur pour sa mère. Amar, imachot imi aita tsara leimi, shifrat achot imi te tsara leimi, lachen bilbel. C'est-à-dire, il a voulu en fait protéger quelque part sa mère. Et dans ce cas, c'est un petit peu contradictoire avec le Zohar qui dit que Léa était déjà plus là, même si ça ne contredit pas complètement, parce qu'on peut vouloir aussi le kavod de quelqu'un qui n'est plus là. Et enfin, dernière chose, c'est le Siftei Chachamim qui nous ramène le Maharshal. Veim Thomas, Maïtama de Yaakov. Pourquoi est-ce que Yaakov, maintenant, il n'a pas mis directement sa tente dans la tente son lit dans la tente de Bila? Velama Lonatan Beoel Léa. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis son lit dans la tente de Léa, pardon? Yesh Lomar, les filles chez Yaakov aya savour chez Léa, no tirtse likach mishum shelo natan mitato bechaya Rachel, parce qu'il s'est dit que Léa, elle ne voudrait pas en fait. Elle ne voudrait pas parce que toute sa vie, il a toujours été dans la tente de Rachel, et donc Léa n'accepterait pas. Et Gamken Arshav lo tirtse, elle ne voudra pas. Aval, Reuven, Shaya Ragil et Tel Imo, mais Reuven qui connaissait bien sa mère, et lui savait qu'elle serait d'accord, et c'est pour ça qu'il a pris le lit et qu'il l'a mis là-bas. Bon, ça, c'est des explications, on va dire, plus pshatiques. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la contradiction entre la Torah écrite et la Torah orale. Le Rav Kook qui nous explique, en fait, que c'est grâce à ça qu'on arrive exactement au bon équilibre de compréhension. On a vu que ce qui se passe dans la maison de Yaakov, c'est un laboratoire génétique et que donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça que la Torah voulait nous choquer. Mais ce n'est pas que Réhouven a manqué de morale. Et on a vu quelques explications des raisons pour lesquelles Yaakov a fait ci et Réhouven a fait ça. J'ai une petite question. J'ai une petite question avant de partir. Si dans le pshat, ça veut dire accouplement, c'est une chose, mais si dans la parchanout, c'est changer la couche, c'est complètement différent parce que dans le premier cas, c'est irréversible, alors que dans le deuxième cas, il aurait pu encore déménager sa couche. Quel est le problème? Alors, justement, ce qu'a fait Réhouven, il fait l'inverse. Mais grâce à votre question, on peut encore plus accentuer ce qu'on a appris. C'est-à-dire, vous dites, mais en fait, c'est pas si grave que ça d'avoir changé la couche, c'est complètement réversible. Ça veut dire, voilà, Réhouven, il a pris mon lit, bon, bah voilà, je prends mon lit, je le remets là-bas. Voilà. Et oui, mais pour ne pas qu'on pense comme ça, pour ne pas qu'on pense que c'est quelque chose de pas grave, de réversible, de ça va, on s'en fiche, eh bien, la Torah nous dit Vaishkav. La Torah nous dit non, il a couché. C'est quelque chose de irréversible. Ce qui s'est passé là-bas, c'est irréversible. Parce que Réhouven a pris la couche de Yaakov et l'a changé de tente, même si une heure après, Yaakov a repris son lit, peut-être, j'en sais rien. Mais même s'il pouvait le reprendre, c'est quelque chose de grave qui a des influences sur toute la nation d'Israël, dans toutes les générations. Et pour bien qu'on s'en rende compte, on nous dit le mot Vaishkav. Donc, grâce à vous, j'ai encore mieux compris pourquoi il y a marqué Vaishkav pour le côté justement irréversible. C'est très bien. Moi, j'aurais tendance à penser que ce qui est irréversible, c'est le conflit père-fils. C'est ça qui est irréversible. Parce que même s'il remet sa couche, ça n'empêche pas, il y a eu un conflit, quoi. Vous avez raison aussi. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui a été fait. Une petite question. Où est-ce qu'il est écrit dans le Zohar que Léa est morte? Où? Ah, ça, je ne sais pas parce que c'est dans le chat. Moi, je n'ai pas étudié le Zohar. Alors, écoutez, c'est écrit justement dans le chat. La personne qui a cité ça, elle a écrit Zohar Vaishlach Resh Gimel. Je ne sais pas, il faudrait voir le Zohar, ce qui est écrit dans le chat. Ok. Moi, je l'ai appris avec vous aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Zohar Vaishlach, ok. En tout cas, merci beaucoup. Et Raphaël, et on va sortir tout de suite